Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et super heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Olivia Piana, triple championne du monde de stand-up paddle. Avec Olivia, on a commencé par partager une bonne bière devant le spectaculaire coucher de soleil de Vila Nova de Mil Fontes, petit village portugais et spot insolite où elle a garé son camping-car. Passée par la compétition en planche à voile et en triathlon, elle semble réussir tout ce qu'elle entreprend, avec talent et audace. Dans cet épisode, Olivia revient d'abord avec émotion sur sa récente victoire en championnat du monde. Elle nous parle aussi de l'égalité homme-femme dans son sport, de son intérêt pour les médecines alternatives, ou encore du plaisir comme pilier de la performance. Enfin, elle partage avec nous un rêve pour les JO 2024. Encore un petit scoop en exclu sur Mordu. Au-delà de la formidable rideuse, c'est une personnalité ultra inspirante que vous allez découvrir. C'est parti pour le 4e épisode de Mordu. Olivia Piana, du plaisir et de l'audace à chaque coup de pagaie. Salut Olivia, bienvenue sur Mordu. Salut. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Alors c'est un grand honneur puisque toi tu es championne du monde en sup dans 3 catégories, le longue distance, le sprint et la course technique. Est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu m'expliquer c'est quoi ces différentes catégories ? Alors la longue distance, c'est un parcours qui fait en général 18 km. Ça peut se faire dans tout type de conditions, c'est la mer qui décide. Donc en temps, on est entre, on va dire 1h40 et jusqu'à, il n'y a pas de limite de temps. La technical race, du coup, c'est 3 boucles en général. Ça fait entre 3 et 5 km où on peut avoir des vagues. On a beaucoup de virages, donc c'est naturellement technique. C'est intense parce qu'on sait que la course est courte, donc du coup, il faut faire un gros départ d'entrée. Et c'est bien en fait pour les gens pour regarder, parce que c'est hyper varié, il y a des rebondissements et c'est une des rares courses avec le sprint qui se passe proche de la plage. Et lui, le sprint, du coup, qui est assez nouveau, je crois que ça fait 3-4 ans qu'il a été créé, ça fait 200 mètres et ça se fait chez les garçons en 46 secondes et chez les filles, là, on est à 58 secondes et des brouettes. C'est toi qui as le record ? Ouais, c'est moi qui l'ai eu cette année, là. Moi, du coup, j'étais hyper surprise parce que c'était la première fois que je participais à cette épreuve, bizarrement. Et le fait, je pense, d'avoir fait beaucoup de foil, ça m'a mis du power, quoi. Vraiment. Sur les départs en foil, il faut envoyer du pâté, quoi. Et là, en sprint, j'ai eu l'endurance de force nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Mais c'est tout nouveau, donc c'est vrai que dans une discipline qui est toute nouvelle, je pense qu'on va descendre chez les filles assez rapidement en dessous de ce temps-là. Mais je peux un peu revenir rapidement sur mon premier titre avec l'équipe de France de surf en Chine. Le coach, il me dit, bon voilà Olivia, là ça va être super dur, parce qu'il y avait les garçons qui étaient passés avant. Titouan Pouillot, le numéro 1 français qui arrive, limite en pleurs tellement qu'il avait mal, il n'arrivait pas à récupérer, je l'avais jamais vu dans cet état. Et je me suis dit, voilà, donc course hyper physique. 18 bornes, du coup, en tout. Très peu de vent favorable, tout contre le vent. Enfin, le truc où vraiment tu sens que tu vas souffrir. Donc ça, là, on est sur la longue distance. Sur la longue distance, ouais. Et du coup, avant de m'aligner, je me suis dit, bon, là, en fait, j'ai piscine. J'ai pas trop envie d'y aller. Non, mais voilà, du coup, la course part et finalement, il y avait un premier bord de travers. Ensuite, on part downwind, donc avec le vent qui nous poussait, favorable. Donc, on part en glisse. Et là, je découvre ma planche qui était une planche faite sur mesure pour moi. Et en gros, je m'envole sur cette planche-là et je prends une grande avance. Alors que mon entraîneur m'a dit, mon coach m'avait dit, surtout tu restes derrière, tu fais la course tranquillement et à la limite, à la fin, tu vois ce qui se passe et si tu peux te placer, t'y vas. Et donc là, je me retrouve en tête dès le 2e bord. Et là, je me dis, waouh, je vais pas les attendre, je vais continuer devant et si elle me rattrape, tant mieux. Je fais mon truc avec elle et on verra ce qui se passe. Et en fait, je fais les 18 bornes devant. Tout du long. Il y a juste Shakira, l'Australienne, qui revient sur la 2e boucle, je crois. Et ça s'est passé comme ça. Donc pour une première victoire sur un championnat du monde, c'était dingue. C'était inattendu et c'était un plaisir immense. Ça a été quoi ta première pensée quand t'as gagné le titre ? C'est la pensée, c'est mes parents qui ont cru en moi depuis le début parce que je viens de très loin quand même. Je viens des Alpes de Haute-Provence, d'un
une petite ville qui s'appelle Digne-les-Bains, qui est à 1h30 de la mer. Et donc, vu la situation, là, j'ai commencé le sport du paddle, j'avais une vingtaine d'années. Et c'est assez rare que ça se passe comme ça. C'est pas un cas courant, on va dire. J'imagine bien que tu remercies tes parents, mais concrètement, comment ça s'est passé avec eux? Comment ils t'ont aidé à atteindre ce niveau-là? Alors, en fait, ma maman vient de la planche à voile. C'est elle qui m'a appris la planche à voile et ça a complètement changé ma vie, parce que la planche à voile, ça reste, moi, mon sport de cœur, même si j'ai pas continué dans ce sport-là. Et en fait, voilà, moi, j'ai voulu vivre cette vie-là parce que être sur l'eau, c'est là où je me sens le mieux. Et peu importe, moi, je m'en foutais de devenir à la fin, professeur de voile ou ne pas avoir une carrière finalement tracée parce que tu décides de t'engager à 100% dans un sport et tu sais pas vraiment ce qui t'attend en termes de rémunération, en termes de reconnaissance tout simplement, puisque c'est un sport qui est tout nouveau, le SUP qui est arrivé en 2012, donc ça fait même pas 10 ans, qui est arrivé en France, je veux dire. Et du coup, voilà, j'y suis allée à fond et c'est vrai que quand t'es parent, tu souhaites le meilleur à ton enfant et eux, ce qu'ils m'ont souhaité, c'est mon bonheur. C'est pas la sécurité financière. Et ça, je trouve que de leur part, c'est assez énorme. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers eux pour ça. Et ouais, c'est clair que quand je passe la ligne d'arrivée, je pense à eux en premier, je pense à mon coach qui me suivait à la Ciotat, que voilà, j'avais un niveau médiocre au tout début, enfin médiocre, voilà, on est vraiment parti de loin. Quand tu t'alignes face à des Australiennes, face à des Américaines qui ont une autre approche du sport, parce qu'il faut savoir qu'en SUP, on est indépendante. Donc on fait avec notre culture, on fait avec nos valeurs de base, on n'a pas d'aide gouvernementale pour l'entraînement, etc. Et du coup, c'est cool quoi, d'arriver à faire ça, on va dire, pas soi-même, mais avec les tripes, avec le cœur, et un jour ça paye, quoi. Un jour, t'entends la Marseillaise. Ça, c'est ouf. T'es super ému quand tu nous dis ça, quand tu parles de la Marseillaise et de cette victoire. Mais surtout que je suis Marseillaise en plus. Donc je suis doublement émue. Alors je vais revenir sur la planche à voile. Donc où est-ce que vous alliez faire de la planche à voile avec ta maman? Alors entre La Ciotat et Sifour. D'accord, donc vous descendiez en voiture le week-end ou pendant les vacances? Ouais, en fait ma mère est de là-bas, donc on avait ses parents là-bas, mes grands-parents. On allait chez eux et voilà, on passait nos week-ends avec mon frère aussi qui avait bien accroché avec ce sport. Elle m'a emmené faire des compètes à Leucate, Mondial du Vent, le défi Wind Agruissant. On allait toutes les deux là avec notre Renault Espace rempli de matos. Moi j'étais complètement fada de ce sport, j'étais passionnée. Tu faisais plutôt de la race ou du plutôt du slalom, parce que la Ciotat c'est un spot, c'est bien pour le slalom. De la vague un peu plus tard sur Sifour, la Coudoulière, tout ça, mais c'était vraiment dans un second temps, un peu plus tard. Et oui, la planche à voile, c'est un sport fabuleux, qui a son histoire à elle, qui a eu une époque en or autour des années 80-90. Et qui s'est ensuite effondré. Moi, quand j'ai découvert ce sport dans les années 2000, c'était pas du tout le même scénario. Et en termes d'époque, en tant que femme, ça l'a pas fait du tout, quoi. C'est vrai que d'être une femme dans ce sport, maintenant, moi qui connais donc la communauté du stand-up paddle et le rapport que j'ai avec mes sponsors aujourd'hui, dans la planche à voile, ça n'existait pas. Ouais, et toi, t'as pris le SUP au moment où il y a eu un énorme essor et sportif et commercial. Il y a plein de marques qui se sont développées et il y a des investissements qui ont été faits au moment où toi, tu démarrais ta carrière d'athlète de haut niveau. Ouais, ça s'est fait en fait finalement sans le savoir parce que je fais ma vraie première course à Lyon, l'Open de Lyon en septembre 2011. Grâce à Fred Bonnef, mon meilleur ami, qui m'a dit t'as fait du triathlon, t'as fait du windsurf, pourquoi t'essayes pas de faire du sup race, ça a l'air super cool, c'est frais comme sport, c'est ouvert, il y a tout à faire. Donc je découvre cette communauté-là à Lyon, dans une ambiance top, quoi. Et j'ai eu la reconnaissance d'avoir un prize money, ce qui m'était jamais arrivé quand je gagnais des courses de planche à voile avant. Et ce prize money m'a permis après d'aller sur une prochaine course un peu plus loin derrière, et Fanatic au tout début m'a supporté. C'était par du matériel au tout début, et après donc ils m'ont payé mon billet pour la Californie pour la Battle of the Paddle. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça avec les performances, et surtout le fait que le SUP ait une économie qui soit alimentée par des consommateurs qui sont à 60% des femmes. Ça crédibilise le fait
pour les sponsors en fait de reconnaître à leur juste valeur les femmes. Et ça c'est complètement nouveau dans les sports de glisse, c'est quelque chose qui n'existe pas. De se dire aujourd'hui je donne un salaire égal entre 2 athlètes hommes et femmes. J'ai eu des discussions avec des amis riders dans le sup. Pour eux on est moins fortes, on est moins nombreuses, on est moins tout ce que tu veux. Jusqu'au jour où le copain il a un bébé, il faut qu'il s'occupe du bébé parce que la maman elle est hôtesse de l'air et qu'il se rend compte en fait des faits sociaux qui font que les femmes s'entraînent moins que les hommes aujourd'hui encore, font moins de compétition pour certaines raisons et que c'est en train de s'harmoniser, de se lisser et que ça prend du temps tout simplement quoi. Ça, c'est un sujet hyper important pour toi, l'égalité homme-femme dans ton sport? En fait, aujourd'hui, ça existe dans mon sport, donc j'ai pas envie de rester dans une situation du passé où tu vas venir être un peu déçu de la situation. Moi, je suis super contente, je suis là, voilà, c'est top pour tout le monde. On est dans une situation d'abondance pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes, avec un marché avec des chiffres absolument hallucinants en termes de pourcentage de croissance. Donc tant mieux, c'est super pour tout le monde et qu'on continue comme ça. Et même si on peut inspirer d'autres sports à créer une économie différente que celle qu'on a actuellement dans certains sports qui sont très haut niveau, très perf, très spécialistes, et de se dire dans le bien-être et dans la santé, il y a aussi quelque chose à faire, et du coup toucher un public féminin qui va venir rapporter sa part au marché, pourquoi pas. Et à ton avis, pourquoi il y a plus de femmes ou pourquoi le sup, ça attire tant que ça les femmes par rapport aux autres sports de glisse? C'est un sport qui est facile d'accès, qui est doux, qui fait travailler tout le corps sans qu'on s'en rende compte forcément, qui permet une reconnexion à soi, juste en étant au contact de l'eau, qui se pratique entre copines parce que tu peux te tchatcher, tu pars, tu prends ta board, allez, tu vas faire le tour des ambiers, là, tu vois les fonds, les poissons, tout ça. C'est hyper woman friendly, c'est clair, c'est top. Et je pense que dans l'économie du sport, tout simplement, peut-être que nous, en fait, dans notre sport, on a décidé de voir quel pourcentage de femmes achètent des boards, mais en général, les femmes achètent beaucoup de matos de sport. Et peut-être qu'on s'en rend pas compte parfois. Alors toi, tu as eu une carrière absolument fulgurante dans le stand-up paddle, t'en parlais tout à l'heure, tu as commencé en 2011 et aujourd'hui tu bats les meilleurs, tu es la meilleure. Néanmoins, tu viens pas de nulle part, tu as fait de la planche à voile et tu as été triathlète, tu le disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu faisais en tant que triathlète et comment ça t'aide dans le sup aujourd'hui? Alors le triathlon, j'ai découvert à Digne-les-Bains grâce au club de Digne. Et je pense que le sport, c'est pas seulement faire une activité physique, c'est des gens. C'est des amitiés, c'est une ambiance, c'est de la convivialité, c'est un état d'esprit. Et le triathlon, je trouve ça c'est super fun en fait comme sport. Et ce club-là de Digne, quand je l'ai découvert, c'était ça quoi. C'était des bonnes vibes. Et tout en voulant dépasser ses limites, mais pas forcément en se jugeant ou en se mettant trop de pression, comme ça peut être le cas parfois dans d'autres sports plus conventionnels. Et le triathlon, tu mets un pied et en fait tu rentres tout entier dans le truc, quoi. Tu penses triathlon tout le temps. C'est vraiment, je trouve que c'est aussi addictif que les sports de glisse. Je me suis vraiment prise au jeu. Je suis allée jusqu'à faire le Xterra de Maui. Donc c'est les championnats du monde de Xterra. Le Xterra, c'est le triathlon nature avec natation, VTT et course à pied trail. Et surtout, j'ai fait des très belles rencontres, notamment Nicolas Lebrun et Alexandra Borelli, qui habitent Digne-les-Bains, et qui m'ont enseigné des valeurs éthiques. Donc comment faire du sport de haut niveau sans être malade, sans avoir un dossier médical en disant moi je suis asthmatique, je vais prendre de la ventoline parce que j'ai envie d'ouvrir mes poumons un petit peu plus, tu vois, ou etc. Donc ça part de là, ça part du Doliprane jusqu'à je suis malade, donc du coup faut que je prenne tel ou tel produit chimique pour compenser ça. Et eux ils m'ont dit là t'as où ce choix-là, ou t'as une autre solution, c'est respecter ton corps et pratiquer les sports que t'aimes pour de très nombreuses années. Donc j'ai choisi plutôt cette voie-là. Et ça a commencé par adopter une alimentation basique, plutôt qu'acide. Donc éviter le gluten, le lactose,
Aujourd'hui, je suis végétarienne. Je pense que ça favorise aussi donc l'alimentation basique avec beaucoup de légumes, de fruits, etc. Et après voilà, donc quand j'ai eu des petites blessures, des tendinites, des choses comme ça, je les réglais directement plutôt que de laisser traîner, prendre des anti-inflammatoires et partir dans une dynamique où tu caches ta douleur plutôt que de la régler à la base. Et je les remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, je suis en super santé et voilà, je m'en rends compte que je peux faire beaucoup de choses, même boire de l'alcool. Non, je rigole. Et pourtant, pratiquer les sports que j'aime sans blessure, sans galère, avec très peu de restrictions. Et quand j'en ai, je sais comment les traiter. Pour moi, le triathlon, c'est d'abord ça. Ensuite, c'est des méthodes d'entraînement d'endurance pure. Excuse-moi, je t'interromps juste bien sûr, sur la vas-y. partie tendinite, là, parce que c'est vrai que c'est bien, je t'écoute, c'est cool de dire ça. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as une tendinite pour te guérir ? Alors, il y a l'acupuncture qui marche bien, si tu la prends au tout début. Après, sinon, voilà, c'est ça, c'est que si tu laisses traîner le truc, que tu as une tendinite depuis un jour ou une semaine ou un mois ou un an, c'est pas pareil, tu vois, t'as pas le même traitement qui va derrière. Donc j'ai étudié l'acupuncture pendant 5 ans à Aix, dans une école privée. Ça m'a appris tellement de choses, c'est passionnant. J'en ai pas du tout fait mon métier, je suis partie sur un autre job, être sportive de haut niveau, voilà. Mais finalement, ça fait quand même un lien, parce que quand j'ai des soucis de santé, des petites choses qui apparaissent, je peux faire un lien, voire même émotionnel, parce que tout est lié aussi par rapport à ça. Et les tendinites, l'acupuncture, l'ostéopathie, mais si c'est une tendinite qui est chronique, ça va être beaucoup plus compliqué à traiter avec ça. L'allopathie a son rôle pour des blessures qui sont avancées, qui sont graves. C'est quoi l'allopathie ? L'allopathie, c'est notre médecine classique, notre médecine avec les médicaments qu'on connaît. Tout le monde a sa place, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont beaucoup plus respectueuses pour le corps et faciles d'accès et qui peuvent régler des choses comme ça. Donc moi, ce que j'utilise, c'est principalement l'acupuncture et l'ostéopathie pour ces problèmes-là. Et alors du coup, revenons sur le Xterra. Donc effectivement, donc tu dis c'est un championnat du monde, ça, le Xterra pour les triathlètes ? Le Xterra, en fait, c'est une discipline. C'est le triathlon nature. Après, t'as plein de courses, du coup, Xterra. Et après, tu te qualifies sur ces courses-là pour les championnats du monde. Moi, je me suis qualifiée en junior, à l'époque. Et Nico et Alex m'ont emmené à Maui faire les championnats du monde. Mais en fait, j'allais à Maui, pourquoi, à ton avis ? J'allais pas à Maui pour faire du Xterra. Faire du surf et pour faire de la planche à voile, voilà. C'est clair. Donc, donc on a fait des Xterra, trucs, ok, super, top, triathlon, ouais, génial. Et après, on est allé de l'autre côté de l'île, à Okipa. Et je comprenais rien à l'anglais. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années, je pigeais rien. Et je me mets à l'eau à Okipa, on avait loué du matos et tout dans un shop, on y va, je me mets à l'eau. Et là, il y a les lifeguards qui disent les windsurf, sortez de l'eau, c'est que pour les surfs et tout, c'est le matin, pas de windsurf à l'eau. Moi, je comprenais rien, j'étais là, je naviguais toute seule et tout sur le spot. Et donc voilà, ça va, ils m'ont pas viré. Mais là, il y a quelqu'un qui se met à l'eau, et c'était Robin Nesch. Et donc je me fais le début de la session avec Robin Nesch toute seule à Okipa. Il y avait des petites conditions, c'était cool. Et voilà, c'est des moments c'est un rêve, quoi. Ça a énormément de valeur, quoi. C'était ouf, c'était trop bien. Alors ça me donne une transition sur quelque chose que j'ai lu sur toi, sur l'Ironmana et le prône. J'ai compris que tu avais participé à cette épreuve. Est-ce que ça m'a intrigué? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors l'Ironmana qui est devenu le Watermana, c'est une épreuve qui a lieu à Tahiti. Je me suis qualifiée la première fois, on m'a invitée grâce à la Pacific Paddle. Donc la Pacific Paddle, elle n'a pas eu lieu cette année, j'espère qu'elle aura lieu en 2020. C'est l'événement majeur du paddle, c'est la Californie, c'est le gros rendez-vous pour notre sport. La première année que je l'ai fait, j'ai terminé 13e et là, donc cette année-là, j'avais fait 2e derrière Annabelle Anderson. Et donc grâce à cette performance-là, ils m'ont invité à Tahiti, donc l'organisation du Watermana. Donc moi, ils m'ont dit Tahiti, bah oui, bien sûr, Tahiti, je viens, tu m'offres un billet d'avion pour Tahiti, j'y vais, c'est clair. Mais je savais même pas ce que c'était, en fait, au final, quelles étaient les épreuves et tout. Et donc on m'a dit, au final, qu'il y avait du prone, qu'il y avait de la natation et du sup.
Et donc j'ai découvert le prone avec mes amis de Cap-Breton. Le prone, c'est en fait, du coup, tu es allongé ou à genoux sur une planche. Ça vient du sauvetage côtier. Et nous, ce qu'on fait, c'est plutôt de la distance. C'est du, voilà, c'est du 10 bornes, 15 bornes. Et en fait, voilà, c'est toujours l'idée d'un sport à l'autre, le windsurf, le kitesurf, le surf, le sup, le prone. On se regarde, on dit ouais, c'est quoi ce truc et tout, ça a l'air bizarre. Vraiment, ça m'avait l'air super bizarre, moi, au début, le prone, pour te dire. Et t'essayes, au début, ça fait un peu mal à la nuque, aux jambes, parce que c'est nouveau, que ton corps n'est pas habitué. Et pareil, voilà, tu tombes addict parce que t'as des sensations, tu vois que c'est compatible, t'as des liens à faire entre... En fait, ce que je fais en sup, maintenant j'arrive à le faire en prone, que ce soit prendre des bumps, enfin prendre des surfs en mer, et gérer mon effort et tout, je fais exactement pareil, et du coup, je prends autant de plaisir dans un sport ou l'autre, et tu te laisses jamais. Et le Watermana, c'est un événement où tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu te lèves le matin, l'organisateur te dit, bon voilà, aujourd'hui, on commence par 20 bornes de sup. Allez, c'est parti, 20 bornes de sup, tu ne sais même pas où tu vas. Une fois, j'étais devant, il m'a dit, ouais, tu vas là-bas à la pointe, tu tournes à gauche, et on arrive. Et tu rames pendant je sais pas combien de temps, tu sais pas où tu vas, tu longes la côte, et après, au bout d'un moment, ils arrivent. Et c'est hyper déstabilisant quand tu viens d'un sport cadré avec des règles, avec des habitudes, avec des croyances, surtout, et que là... tu gères ton effort de façon inconditionnelle. Juste, tu te donnes, c'est juste le don de toi, le don de soi. Et tu te rends compte que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu penses. Ce qui est incroyable, c'est que toi, tu es championne du monde de stand-up paddle, mais tu fais plein de pratiques. Ça fait un peu penser à Kaileni, quoi, qui fait du foil, du surf, du windsurf, qui fait de la race en sup, qui est un des premiers à avoir fait des gros downwind. Ouais, j'ai commencé avec lui. Bah oui. T'as déjà couru avec lui ? Ouais, en fait, de 2012 à 2015, je crois, il était présent sur les courses de race. Il a été champion du monde plusieurs années en surf et en race. Ouais. Il est impressionnant, Kai. Moi, je pratique tous les sports de glisse parce que j'aime ça et je me pose pas la question... Parce que mon entraîneur, déjà, il est sur mon téléphone. Il n'a pas à me dire aujourd'hui, clic, clac, clac. Non, c'est... En fait, moi, j'aime bien dire que je suis payée à la performance, je ne suis pas payée à l'heure. Et si tu fais la performance, tu es libre d'accéder à la performance par n'importe quel chemin. Si ça marche, tant mieux. Si tu arrives à dépasser tes limites en t'exposant à la nature avec différents supports, et que ça te fait grandir, et que tu es plus fort, et qu'après, sur la compétition... de stand-up paddle race qui, elle, est hyper cadrée, et tant mieux. Mais moi, j'ai plutôt choisi la voie du plaisir plutôt que la voie de la contrainte. Et ça fonctionne, donc tant mieux. T'es une exception parmi tes concurrentes ? Oh, pas du tout. Je pense qu'on fait tout ça. Non. En sup, voilà, c'est un sport qui est tout nouveau. C'est un sport qui est né dans les années 2000. Et aujourd'hui, ce qu'on aime quand on fait du sport, c'est prendre du plaisir, c'est être connecté à soi, c'est l'expérience que tu vis plutôt que la performance. Et voilà, c'est ça, on n'a aucune hérédité, on n'a pas besoin de souffrir pour mériter. C'est pas vrai. On est là, en fait, c'est juste le bonheur, quoi. T'as accès au bonheur et tu fais une performance, tant mieux. Mais moi, je vais te dire, être championne du monde, c'est pas une fin en soi. C'est bien sûr que c'est l'accomplissement de quelque chose, mais j'aurais pas été championne du monde. J'aurais été deck parce que je suis 5 fois vice-championne du monde et j'aurais eu un peu les boules. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est plutôt ce que je vis et les sensations que j'ai et le fait que j'acquiert de la sagesse et de l'humilité grâce à l'audace que tu peux mettre, tu vois, dans tes séances et tout ça, parce que des fois tu dépasses certaines limites et tu vas là où tu penses que tu serais jamais allé, tu vois. J'aimerais bien que tu me parles un peu de subfoil et de downwind. Peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait de stand-up paddle, de se rendre compte de l'importance du vent, même s'il n'y a pas de voile comme sur une planche à voile. Mais le trajet aller sous le vent, c'est le bonheur. Mm-hmm. Le trajet retour, dès qu'il y a plus que 10-12 nœuds, plus que 20 ou 30 km/h de vent, ça peut être vite l'enfer. Donc là, un truc qui est ultra kiffant, c'est les downwind. Mm-hmm. Et maintenant, en foil, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un peu ? Le foil, c'est incroyable. C'est une sensation, moi la première fois que j'ai essayé, tu peux même pas l'expliquer, c'est pire que tous les sports de glisse que tu as pu essayer.
Au début, c'est beaucoup de rigolade parce que tu passes par tu te casses la gueule de façon monumentale. Et j'ai appris moi dans les Landes au Bourdaine vers Hossegor avec un pote là qui shape ses propres, qui a sa marque en fait de planches de foil, qui m'a fait essayer et voilà, donc après voilà, tu passes des caps. T'as essayé maintenant d'abord je fais sur un plutôt bateau ou directement avec une pagaie directement souvent en surf. J'ai commencé en surf allongé, ouais, c'est bien aussi pour apprendre le surf. Quand tu sais faire du surf, c'est plus facile, ouais, que le sup en fait, parce que c'est plus compact et le sup, il faut gérer la pagaie, il faut gérer après tu peux apprendre comme tu veux, hein. Mais derrière un bateau, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ça, tu peux y aller par étapes. Il faut une vague, il faut une mousse finalement qui tienne assez longtemps pour que tu aies le temps de te lever, que tu aies le temps de bien plaquer la planche et de décider quand tu vas te lever, que tu subisses pas le truc finalement. Et voilà, et après là sur Villanova de Mil Fontes au Portugal, j'ai un spot de subfoil incroyable où tu fais des runs de 300 mètres dans l'embouchure du Mira. Et là maintenant j'arrive un petit peu à remonter un petit peu et tu montes en fait en cardio et en proprioception. C'est des fois, aujourd'hui le foil je l'ai pas intégré dans mon entraînement fractionné. Je pense que je vais le faire bientôt, faut que j'en parle à mon entraîneur pour qu'on construise des séances, parce que tout est calculé pour que je sois pas trop fatiguée finalement. Donc j'ai le cardio-fréquence mètre pour voir dans quel type d'effort je suis. Et le foil, aujourd'hui, c'est plutôt de l'aérobie, de la récup. Mais c'est super dur, parce que je monte parfois plus haut que la séance du matin en sup-race, en fractionné, où je suis censée en fait aller au max ou aller à des intensités élevées. Et en foil, je dépasse ça sans le vouloir. Sans m'en rendre compte finalement. Sur ton spot de Mil Fontes, sur les 300 mètres que tu évoques, donc tu prends une petite vague à la rame sur ton sup. Ouais, il faut que la vague soit molle. À sortir de l'eau. À décoller. Et là après tu planes sur ton foil, sur ta planche pendant 300 mètres et tu surfes des petites houles, des petites vagues. En fait ici, je décolle sur une vague qui va casser, qui est assez molle. Cette vague-là qui meurt au bout d'un moment et qui se transforme en ondulation. C'est juste, c'est une houle qui va venir reformer sur un autre banc de sable un peu plus loin, et elle qui va ensuite mourir aussi, qui va venir reformer encore une fois sur un dernier banc de sable. Et j'alterne entre une vraie vague, une ondulation, une vraie vague, une ondulation, et du coup, tu fais une danse en fait entre toute l'évolution de cette houle qui va changer de structure en fonction du fond. En termes de vitesse et de sensation, c'est hors du commun. Et en termes de connexion aussi finalement à cette énergie, parce que le fait d'avoir cette aile, j'ai découvert des nouvelles choses où je peux presque surfer la vague en étant un peu derrière, alors que normalement t'es devant la vague, t'es dans la vague. Là, avec la vitesse que t'arrives à sentir des choses que tu connaissais pas, donc tu dépasses tes limites quelque part ou tu améliores tes connaissances comme ça. Et quand je remonte sur ma planche de race, ce que je faisais rarement avant, c'est-à-dire de surfer de tout en haut jusqu'à tout en bas les 300 mètres, j'arrive en fait à trouver la bonne trajectoire par rapport à l'expérience du foil. Et après j'arrive en bas, je fais waouh, mais j'avais jamais fait ça. Pour se mettre au subfoil, pour commencer à descendre des petites houles comme ça, tu conseilles quoi comme matériel un petit peu en termes de planche? Alors une planche volumineuse déjà, pour être stable. Tu vas commencer par mettre ton poids sur l'avant de la planche pour contrôler finalement la planche sans qu'elle soit en l'air. Sans qu'elle sorte de l'eau. Sans qu'elle sorte de l'eau, ouais. Et tant que t'es sur l'avant, en fait, l'aile, elle reste dans l'eau. Et après, tu équilibres ton poids en fonction. Tu mets bien ton genou arrière vers l'intérieur pour avoir ton corps centré. Et là, quand tu vas positionner ton corps un peu plus vers l'arrière, ton poids du coup plus vers l'arrière, l'aile va se lever tranquillement. Il faut y aller petit à petit, tracter à vitesse basse avec des gens qui font déjà du foil et qui vont te donner des bons conseils pour réussir facilement. Et le port du casque est conseillé, c'est vrai qu'on peut on peut prendre l'aile, mais bon si on est un petit peu tonique et qu'on est gainé, on saute pas sur l'aile mais un peu plus loin quoi, donc ça se passe bien. C'est facile quoi.
C'est facile du moment qu'on commence avec les bons conseils et le bon matos, c'est clair. Et qu'on est un peu doué au départ aussi, sûrement. Non, même pas. T'as des gens parfois qui n'ont jamais fait de sport nautique, qui font du foil, ou alors qui en font pas souvent ou pas régulièrement, comme Laurie Tillman, que j'ai initiée dans l'émission Happy et Zen, qui est sûrement très douée quand même pour le sport, pour tout sport. Alors je pense que c'est un bon benchmark pour tous ceux qui écoutent. Donc effectivement, tu me disais que Laurie Tillman est venue ici et qu'elle est sortie au bout de 6 essais. Ouais, voilà. Avec une super coach, quoi. Tu vois. Non, je rigole. non, mais parce que voilà, tu prends le temps de t'habituer à cette nouvelle pratique, enfin à ce nouveau support, et après, voilà, tu trouves tes repères et ça va tout seul. Moi, je pense que Miss France aimait la dose à pas mal de gens. Carrément, elle est hyper douée, c'est clair. C'est canon. Mais c'est un très bon repère pour voir que tout est possible et qu'il faut juste persévérer. Génial. Toi, tu t'entraînes, comme tu le disais, à Mil-Fontes, qui est une ville à 2 heures au sud de Lisbonne. Je crois que tu vas t'acheter bientôt une maison ici, donc tu t'y sens vraiment bien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ? Alors, j'ai découvert le Portugal en van il y a 2 ans. Donc l'Algarve, c'est l'endroit du Portugal l'hiver le plus cool, on va dire, parce qu'il fait bon, il y a des belles vagues, il y a beaucoup de houle, donc c'est vraiment l'endroit idéal pour s'entraîner en surf comme en sup. Et Vila Nova de Mil-Fontes, j'ai découvert un peu plus tard, et voilà, j'ai découvert ce potentiel incroyable avec le Mira, donc cette rivière où en fait il y a donc un parcours de 30 km quand même, avec la marée qui rentre dans la rivière, et une rivière qui est une des rivières les plus propres d'Europe. Donc c'est vrai que l'environnement, ça fait quand même beaucoup. Et une embouchure où il y a cette vague à foil de 300 mètres incroyable. La côte aussi est très bien alignée par rapport au vent de nord-nord-ouest pour les downwind. Donc la côte est pile poil nord-sud, ce qui n'est pas le cas de tout le Portugal. Et le Portugal en lui-même, les gens, la vie ici, en fait, on a une qualité de vie incroyable avec du soleil régulièrement, des températures qui sont assez douces toute l'année, l'hiver comme l'été. Et c'est pour moi l'endroit idéal pour m'entraîner, avec une belle dynamique autour du kayak. C'est un super spot pour ramer en canoë comme en kayak. Tu fais aussi du canoë et du kayak ? Alors le canoë, je m'y suis mise un petit peu, mais c'est vraiment difficile, c'est instable. Il faut, pareil, il faut persévérer aussi. J'ai pas encore eu trop le temps, ni la motivation quand même, avec tout ce qu'on a à faire de m'y mettre, mais je pense m'y mettre un petit peu, ouais. Et surtout le surf ski, qui est le kayak surf ski avec lequel on peut faire des downwind et prendre de très longs bumps en mer. Le kayak surf ski, c'est celui où tu as les 2 pieds, les 2 jambes devant. C'est le wave ski où tu peux surfer des vagues. Le surf ski, c'est un kayak de mer. Où tu peux diriger en fait ton bateau avec des pédales donc au pied. Et c'est vraiment spécial pour l'océan, pour la pratique downwind et comme le sup race, mais en kayak finalement, voilà. Et alors à Mil-Fontes, là t'es tranquille, il y a beaucoup de monde déjà qui vient rider ici ? Alors en sup, pas trop. J'invite des amis, voilà, mais il y a très peu. Enfin, il y a 2 écoles de sup qui louent des planches. En termes de race, je suis la seule. Sup surf, il y a Diogo Queimada qui est champion du Portugal. Et donc ça montre en fait le potentiel de surf aussi. Mais bon, ça faut pas le dire. Et il y a tout. En fait, moi, rien que d'être avec des gens sur l'eau qui font du kayak ou du canoë ou d'autres sports de rame, déjà, c'est cool parce que ça fait du monde à l'eau. Mais je pense que voilà, c'est un très bon spot pour tous les sports nautiques de pagaie. Et j'ouvre mon centre d'entraînement cet été. Donc il y aura bientôt du monde qui va venir ramer ici. Excellent. Ça va s'appeler comment ton centre ? J'ai pas encore le nom, je sais pas. Ouais, j'ai eu... on verra. Ah ouais, c'est génial, bravo. J'ai envie d'enchaîner sur les voyages. Je crois que tu voyages pas mal. Et j'ai néanmoins une question très pratique à te poser. Le sup, la pirogue, les kayaks, tu fais plein de trucs, mais comment tu transportes tout ça, toi, là, en avion ?
Et ouais, ça c'est la question. Et c'est une très bonne question. Après avoir été championne du monde, pour la première fois, donc il y a 1 an et demi, je me suis dit, bon ben là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Parce que, enfin, c'est une question basique, mais c'est vrai que quand t'atteins un sommet, tu as réalisé un rêve et tu te dis, bah c'est quoi maintenant mon rêve? Et aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de rendre mon sport accessible à tous, notamment aux jeunes, et c'est de développer le sup-race gonflable. Alors bien sûr, tout le monde pense que c'est impossible parce que c'est une technologie qui est difficile, on peut pas faire toutes les formes qu'on veut aujourd'hui, c'est des matières qui ont une moins bonne glisse que la résine époxy. Mais je pense qu'en travaillant, on peut être surpris. Et de toute façon, c'est la direction qu'il faut qu'on prenne. La compétitivité, c'est l'avenir, enfin c'est ce qui fait finalement notre sport. Un jour, je me suis posée, je me suis dit, mais là, je ride une planche qui fait 4,20 m de long. C'est pas le sup. Le sup, c'est du gonflable. C'est l'économie de notre sport, c'est ça. Donc, j'ai fait des bonnes rencontres pour devenir consultante recherche et développement de cette nouvelle planche de race gonflable sur laquelle on travaille. Oui, parce qu'aujourd'hui, le sup, alors les sup gonflables, ça existe. Je pense que c'est une énorme part du marché. Mais c'est vrai que quand on parle à ceux qui surfent, à ceux qui font de la race, les champions comme toi, quand tu parles sup gonflable aujourd'hui, les gens te disent « ouais... Voilà, ouais. Et moi, mon rêve, voilà, c'est d'un jour gagner une course compétitive avec la planche de sup race gonflable que j'aurais développée. Canon, excellent. Alors, avec ce sup gonflable, là, si tu peux prendre un avion et t'envoler... C'est Tahiti. Tahiti ? Bien sûr, ouais. Où ça, à Tahiti, raconte-nous. À Tahiti, partout autour de Tahiti, en fait Tahiti, voilà, tu arrives et tu te fais un ami, et après tu te fais toute l'île, en fait, sont tes amis, quoi, parce qu'il y a que des amours sur cette île. Et Tahiti, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie en termes de rapport humain, en termes de culture, en termes de valeurs. T'es allé te balader avec ton sup du côté de Tiopo ou pas? Avec mon sup, non. Mais ouais, j'y suis allée. C'est un très très bel endroit. J'ai jamais vu marcher la vague parce que quand j'y suis allée, bon, il n'y avait pas des super conditions. Mais ouais, l'endroit, tu vois que c'est chargé en énergie et que il y a vraiment quelque chose. Ouais. Alors tu as essayé presque tout dans la glisse et l'outdoor, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas essayé qui te fait rêver aujourd'hui? En fait, quelque chose que j'ai essayé à moitié. J'ai essayé le wind foil, le windsurf foil, dans les gorges l'année dernière. Et dans les gorges, donc du coup, aux États-Unis. Et il y avait donc une expo, l'event, avec toutes les marques et tout, qui mettaient le matos à dispo. Et mes potes, ils me disent, ouais, vas-y, va essayer le matos et tout. Et donc j'avais fait du foil pendant l'été, je prends le windsurf et tout, donc j'y arrive à peu près. Et là, il se passe un truc incroyable, en fait. Comme quoi, tu vois, la vie, c'est plein de rebondissements et tu sais jamais ce qui va arriver. C'est que la planche à voile olympique, aujourd'hui, a changé. Et donc, c'est le windsurf foil. Et il y a même pas une semaine, hein, j'étais avec un pote et tout un soir, et il me dit, mais Olivia, t'as pensé à ça? Et donc, d'ailleurs, là, je dis quelque chose d'hyper confidentiel. C'est un scoop. C'est un scoop, non, mais là, ça, c'est un gros scoop. Donc, je contacte mon pote de l'époque, lui qui est le numéro 1, en fait, de la discipline, avec son frère, donc Nicolas, donc son frère qui est Nicolas Goyard, et lui, c'est Thomas Goyard. Et je lui dis, bon alors, t'es content que le windfoil soit passé olympique? Il me dit, mais ne me dis pas que tu me poses cette question parce que t'y penses. En fait, le gros problème qui se pose, c'est que les Jeux Olympiques sont à Marseille, de voile. Et que je suis née là-bas. Donc moi, aujourd'hui, c'est hyper difficile de me dire de pas essayer, quoi, au moins. Mais ça, c'est un gros scoop. Et en fait, là, c'est à l'étape de rêve tout jeune, quoi. J'y ai pensé, je te jure, il y a une semaine, même pas. Super. Donc voilà, c'est ce que j'ai pas essayé, mais c'est vrai que c'est grandir. C'est là, je me suis exposée à cette nature, à cet océan, avec une planche et une rame pendant une petite dizaine d'années. Donc une grande vulnérabilité
qui m'a beaucoup appris parce que tu trouves des solutions différentes qu'avec une voile, hein. Tu es plus avec l'élément que c'est juste un rapport différent. Et apprendre à naviguer avec un foil, avec un windsurf et faire vraiment de la voile, ça c'est grandir quoi. C'est accéder à une prochaine étape. Mais c'est hyper audacieux et c'est encore instable parce qu'au bout d'un moment tu te dis voilà, là je suis bien, j'ai mon niveau dans mon sport, je pourrais avoir un peu de confort, je pourrais profiter d'être là. Enfin non, mais là il se passe ça, donc je crois que je vais devoir y penser et voir ce qui se passe. On verra ce que la vie me réserve, mais je pense pas pouvoir ne pas essayer. Moi j'ai pas fait de planche à voile, j'ai pas pu continuer la planche à voile parce que la réalité a été que j'avais pas de sponsor et aucune aide financière par les marques à l'époque. Ou pour d'autres raisons, hein, voilà, peut-être que j'étais une meuf qui était pas cool et ils ont pas voulu m'aider, hein, j'en sais rien, voilà, je connais pas vraiment leur idée. Mais là, avec l'olympisme, c'est possible. Grosse coupe sur Mordu, on va peut-être retrouver Olivia Piana. Mais bon, après ça, on verra bien. Ouais, en tout cas, ouais. En tout cas, c'est une envie. En tout cas, je vais avoir du mal à ne pas essayer. Génial, pour être présente à la maison à Marseille. Dans l'équipe de France. Ouais. C'est super, on va suivre ça. Olivia, c'était un énorme plaisir d'échanger avec toi. Moi, pareil. Pour terminer Mordu, je demande à mon invité qui il aimerait entendre dans un prochain épisode. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient ? Là, le nom qui me vient, c'est Fred Bonnef, parce que c'est la personne qui m'a fait découvrir le SUP. C'est une personne qui m'a fait découvrir plein de choses, j'ai rencontré à Tarifa au moment où je me cherchais dans ma vie, juste après le bac. Je savais pas quoi faire de ma vie. Et je suis allée à Tarifa pour chercher ma voie en année sabbatique. Et je suis tombée sur lui. Il m'a transmis des valeurs desquelles je ne m'éloignerai jamais. C'est prendre du plaisir à l'eau et voilà, être juste passionné par ce que je fais. Et Fred Bonnef, il a une très belle histoire et il a beaucoup de choses à raconter. Je serais ravi de l'entendre, cette histoire. Olivia, un grand merci. Merci à toi. Salut, ciao. Ciao. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pendant cette rencontre. J'en suis ressorti regonflé à bloc. Je suis impatient de retourner à Villanova pour profiter de toutes les possibilités du spot, en surf, en sup et en subfoil, et j'espère bien retrouver Olivia sur l'eau. Elle nous dit qu'on n'a pas besoin de souffrir pour mériter. On n'a qu'un souhait, qu'elle continue à rayonner de bonheur. Le prochain invité, c'est Kevin Rolland, le boss du ski freestyle français, médaille olympique et multiple vainqueur des X Games en halfpipe. Edgar Gros-Piron me l'avait vivement recommandé. Kevin a une personnalité hors du commun. En attendant ce 5e épisode de fou, continuez à partager et à donner 5 étoiles à Mordu sur Apple Podcast. C'est grâce à vous que Mordu existe. À très vite sur Mordu.